Cela fait presque 19 ans qu'Apple a sorti l'iPhone original et j'ai toujours voulu faire une analyse approfondie de chaque génération. Alors commençons aujourd'hui avec le modèle original de 2007 qu'on appelle couramment l'iPhone 2G, mais dont le nom officiel était et reste iPhone. Maintenant, pour comprendre ce qui rendait le premier iPhone spécial, il faut connaître le marché des smartphones avant sa sortie. Il existait alors deux types de téléphones, portables et smartphones. Les téléphones portables, abordables à environ $150, étaient faciles à utiliser car ils offraient peu de fonctionnalités. Ils utilisaient de petits claviers à 9 touches pour appeler et envoyer des messages. Les smartphones étaient au plus cher, autour de $300, mais ils avaient des fonctionnalités avancées, comme un clavier complet de 35 touches, l'accès à Internet et la fonction Push Email qui vous notifiait des nouveaux messages au lieu de devoir vérifier manuellement. Cependant, cette fonctionnalité compliquait l'expérience utilisateur, donnant aux smartphones une réputation d'être difficiles à utiliser. Donc, lorsqu'ils achetaient un smartphone, les clients devaient choisir entre un appareil limité mais simple ou un appareil plus performant mais compliqué. Ainsi, lors de la présentation de l'iPhone, Steve Jobs a utilisé ce graphique pour illustrer son principal argument de vente. Cet iPhone offrait plus de fonctionnalités que les smartphones les plus avancés, tout en étant plus simple à utiliser qu'un téléphone portable. Ils ont accompli cela en créant une nouvelle interface utilisateur appelée Multitouch. Avant, les téléphones utilisaient une boule de commande ou des boutons pour naviguer, tandis que l'iPhone offrait un écran tactile, plus rapide et intuitif grâce au tapotement et au glissement. Cela a également supprimé le besoin de boutons physiques pour le clavier, puisque l'écran tactile pouvait en afficher un virtuellement à la place de tous ces boutons. L'iPhone avait un écran plus grand de 3,5 pouces, soit 40% de plus que l'écran de 2,5 pouces que l'on trouvait sur la plupart des smartphones. Sans boutons de menu physique, chaque application avait ses propres boutons virtuels optimisés. Cette technologie d'écran tactile était si nouvelle que le public a réagi bruyamment en la découvrant. Pour déverrouiller le téléphone, il suffit de glisser mon doigt dessus. Vous voulez revoir ça? On voulait éviter que vous le fassiez accidentellement dans votre poche. Il suffit juste de le faire glisser. L'écran tactile de l'iPhone original n'était qu'un début, son système d'exploitation a aussi suscité beaucoup d'enthousiasme. Apple a pu intégrer des fonctionnalités inédites sur les téléphones grâce à un système d'exploitation de type ordinateur de bureau, comme le défilement inertiel où la vitesse variait selon la rapidité du glissement du doigt, puis ralentissait jusqu'à s'arrêter, donnant l'impression de manipuler physiquement le contenu plutôt que de juste faire un geste. L'effet de rebond était également impressionnant où la fin d'un menu s'étirait et revenait en place au lieu de s'arrêter brusquement. C'était satisfaisant et permettait d'indiquer intelligemment aux utilisateurs qu'ils étaient en bas d'une liste ou page web. Les applications iPhone étaient aussi très performantes. Par exemple, Safari affichait les pages web en taille réelle comme un ordinateur de bureau, tandis que les autres téléphones montraient une version mobile simplifiée. L'iPhone a aussi innové avec la messagerie vocale visuelle, affichant une liste de messages à écouter dans l'ordre souhaité. C'était une avancée majeure, car en 2007, il fallait appeler le numéro de messagerie vocale de l'opérateur pour écouter ces messages. Cela déclenchait un menu vocal automatisé lisant les messages dans l'ordre d'arrivée. Ainsi, si vous aviez 10 messages et vouliez écouter le 9e, il fallait passer manuellement les 8 premiers pour y accéder. Que se passe-t-il si votre joue appuie accidentellement sur quelque chose à l'écran en portant le téléphone à l'oreille? Pour l'éviter, Apple a ajouté un accéléromètre pour détecter les mouvements et un capteur de proximité pour mesurer la distance. L'écran de l'iPhone s'éteignait automatiquement quand il était porté à l'oreille. Apple utilisait aussi l'accéléromètre. Ma fonctionnalité préférée, Coverflow dans Musique, permettait de tourner l'iPhone pour afficher une étagère virtuelle de tous vos albums à faire défiler d'un geste. Malheureusement, Coverflow a été supprimé en 2015 avec la sortie d'Apple Music. Et comme l'iPhone intégrait un iPod complet, les utilisateurs n'avaient de plus besoin de transporter 2 appareils. À son lancement, l'iPhone était disponible uniquement aux États-Unis et dans une seule couleur, argent. En fait, il n'y avait que 2 variantes, un modèle 4Go à $499 et un modèle 8Go à $599. La plupart des clients ont choisi l'option 8Go plus chère. Aujourd'hui, cela peut sembler être une bonne affaire selon les normes actuelles, mais en 2007, ces prix étaient inédits. Par exemple, un BlackBerry haut de gamme coûtait $300 et pouvait faire presque tout ce que faisait l'iPhone. C'est pourquoi le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, a déclaré cela. $500, entièrement subventionné avec un forfait. J'ai dit, c'est le téléphone le plus cher du monde maintenant. Que voulait dire Ballmer en parlant de $500 entièrement subventionné avec un forfait? Eh bien, dans l'industrie des smartphones, les opérateurs comme Verizon ou AT&T dépendent des fabricants comme Samsung et Apple pour leurs clients.
Si personne n'a de téléphone, personne ne paie de facture téléphonique mensuelle à un opérateur. Les smartphones coûtent cher à produire par rapport aux autres appareils électroniques grand public, donc les opérateurs finançaient autrefois une partie du prix pour les rendre plus accessibles. On appelait cela une subvention. Ainsi, un BlackBerry ne coûtait que 300 $ au lieu de milliers. Mais il y avait un piège. Les clients qui achetaient un téléphone subventionné devaient en signer un contrat, généralement pour 2 ans, les liant à un réseau spécifique. Le système était compliqué, mais mutuellement bénéfique. Les clients économisèrent de l'argent au moment de l'achat du téléphone. Les fabricants pouvaient en vendre davantage et les opérateurs pouvaient rendre les clients captifs de leur réseau. Donc, si le prix subventionné de l'iPhone était de 500 $ alors quel était son prix réel, eh bien, nous ne le savons pas. Cingular, devenu AT&T, était l'opérateur exclusif de l'iPhone et n'a jamais dévoilé le montant de sa subvention. Au moins, le prix comprenait de nombreux accessoires. L'iPhone original offrait plus d'accessoires inclus que tous les modèles suivants. Inclus, chiffon de nettoyage, écouteurs, câbles de chargement, adaptateur secteur et station d'accueil, cette dernière étant particulièrement pratique. Avant iCloud, il fallait synchroniser les appareils en les branchant manuellement à l'ordinateur avec la station d'accueil connectée. L'iPhone pouvait simplement être posé dessus et le processus de synchronisation se faisait automatiquement. Bien que certains aient été découragés par le prix de l'iPhone, la vraie réaction négative restait à venir. Jusqu'en septembre, lorsque Apple annonça qu'ils allaient baisser le prix de l'iPhone 8 Go de 200 $, passant de 599 à 399 $, tandis que le modèle standard de 4 Go était abandonné. Les premiers clients de l'iPhone ont été choqués. Ne s'attendant pas à un changement de prix avant la sortie d'un nouveau modèle en 2008, Apple a reçu tellement de réactions négatives suite à cette décision que Steve Jobs y a répondu publiquement dès le lendemain. Il a publié une lettre ouverte qui commençait ainsi. « J'ai reçu des centaines d'emails de clients mécontents qu'Apple ait baissé le prix de l'iPhone de 200 $ seulement 2 mois après sa sortie. Après avoir lu chacun de ces emails, j'ai quelques observations et conclusions. » Il a ensuite exposé 3 points. Un iPhone plus abordable attire plus d'utilisateurs, ce qui bénéficie à tous sur la plateforme. De plus, la technologie évolue vite et les baisses de prix accompagnent ce progrès. Et troisièmement, Apple devait mieux s'occuper de ses premiers clients iPhone. Pour prouver leur sincérité, Apple a offert un crédit de 100 $ en magasin aux clients concernés, apaisant ainsi la frustration de la plupart. Environ 2 mois plus tard, l'iPhone a été lancé sur le marché européen, atteignant finalement le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Autriche et l'Irlande. Bien qu'il n'ait pas été aussi populaire dans ces pays qu'aux États-Unis, en raison de son prix élevé, taxes comprises, l'iPhone coûtait environ 428 $ en Californie contre 564 $ au Royaume-Uni et le pays le plus cher était l'Autriche, à 622 $. Donc, acheter un iPhone en dehors des États-Unis signifiait payer 30 à 45% de plus. La plupart des clients américains ne critiquaient pas le prix de l'iPhone, mais son réseau. Un seul opérateur pour l'iPhone causait beaucoup de congestion. Non seulement à cause de l'afflux soudain d'utilisateurs surchargeant le réseau d'AT&T, mais aussi parce que l'iPhone consommait plus de données que les autres smartphones. Les dirigeants de BlackBerry étaient vraiment choqués qu'AT&T permette à Apple d'installer un navigateur Internet complet sur l'iPhone. Charger des sites web complets sur un réseau cellulaire pouvait facilement saturer les antennes, ce qui est arrivé. C'est en fait une des grandes raisons pour lesquelles l'iPhone original n'avait pas la 3G. Il y avait des smartphones 3G à l'époque et AT&T avait un réseau 3G mais pas d'iPhone 3G. Lancer un iPhone 3G plus tôt aurait accentué la pression sur le réseau car les utilisateurs auraient consommé des données 3 à 5 fois plus vite que sur Edigia. Il y avait aussi des plaintes concernant le manque de fonctionnalités de sécurité de l'iPhone, ce qui le rendait peu pratique pour les clients professionnels et les employés du gouvernement. Le lancement de l'iPhone original était particulier, avec 6 mois entre sa présentation et sa sortie, bien plus long que la semaine et demie habituelle aujourd'hui. Ce long délai était dû à la réglementation des télécommunications. L'iPhone étant un appareil cellulaire, il devait obtenir une certification FCC avant sa vente, ses dossiers étant publics. Si Steve Jobs n'avait pas présenté l'iPhone en avance, la FCC l'aurait fait. Apple a utilisé ce temps pour améliorer l'iPhone. 11 jours avant son lancement, Apple a annoncé 2 changements. Son autonomie serait plus longue que prévu initialement, passant de 5 heures à 8 heures de temps de conversation. Et ils ont remplacé son écran en plastique par du verre, ce qui a amélioré la résistance aux rayures, mais a diminué la résistance à la casse. Les développeurs souhaitent créer des applications tierces natives pour l'iPhone, comme pour le Mac, mais cela impliquerait un effort et des responsabilités importants pour Apple.
Il devrait créer un kit de développement logiciel, ou SDK pour fournir aux développeurs les outils nécessaires à la création d'applications iPhone. Apple devrait aussi créer et gérer un App Store, une opération complexe et coûteuse. Steve Jobs a choisi une approche plus simple dévoilée lors de la Worldwide Developers Conference d'Apple en 2007. En utilisant les normes web modernes, appelées Web 2.0 et Ajax, les sites web pouvaient imiter la fonctionnalité d'une application native. Et à première vue, cela semblait tout à fait logique. Les applications web pouvaient passer des appels, envoyer des emails et utiliser la localisation, comme de vraies applications. Un développeur pouvait rendre son application web accessible instantanément en l'hébergeant sur son serveur et la mettre à jour aussi facilement qu'un site web. Cela évitait le long processus d'obtenir l'approbation d'Apple à chaque mise à jour. Les utilisateurs pouvaient enregistrer des applications web comme raccourcis sur l'écran d'accueil, coexistant ainsi avec les applications natives de l'iPhone. Mais cela avait aussi des inconvénients. L'icône des applications web n'était qu'une capture d'écran du site, ce qui contrastait avec les icônes Apple conçues sur mesure. De plus, les applications web ne pouvaient pas utiliser le stockage local, rendant leur accès impossible sans connexion Internet. Et la barre d'adresse de Safari posait des problèmes de fonctionnalité. Elle occupait de l'espace vertical sur l'écran et se comportait de manière incohérente selon les différentes applications web. L'absence de prise en charge des gestes multitouches était surprenante, car c'était une fonctionnalité phare de l'iPhone. Inutile de dire que les développeurs n'étaient pas satisfaits des applications web et il n'a pas fallu longtemps avant qu'Apple ne fasse marche arrière. 4 mois après les avoir annoncés, Steve Jobs a publié une déclaration publique qui commençait ainsi « Permettez-moi de le dire clairement, nous voulons des applications tierces natives sur l'iPhone et nous prévoyons de mettre un kit de développement logiciel entre les mains des développeurs en février. » Ce kit de développement logiciel a été publié le 6 mars 2008 et l'App Store a ouvert 4 mois plus tard, en juillet. Lors de la présentation de l'iPhone, Steve Jobs a expliqué pourquoi Apple avait choisi de créer un smartphone alors que beaucoup voulaient une console de jeu ou un appareil photo numérique. Steve Jobs a montré un graphique du nombre d'unités vendues dans le monde de 5 catégories de produits en 2006. Les consoles de jeu arrivaient en dernière position avec 26 millions d'unités, les appareils photo numériques étaient 4e avec 94 millions, les baladeurs MP3 arrivaient en 3e position avec 135 millions, les ordinateurs personnels 2e avec 209 millions et les téléphones mobiles arrivaient en tête avec près d'1 milliard d'unités vendues en une seule année. Il a expliqué que si Apple captait 1% du marché, cela ferait 10 millions d'unités vendues, objectif fixé pour l'iPhone d'ici fin 2008. Alors, comment s'en sont-ils sortis? Eh bien, en juillet, Apple avait vendu 6 millions d'iPhone capturant environ un demi% du marché mondial des téléphones mobiles. Mais il restait encore 6 mois dans l'année pour accélérer le rythme des ventes. Apple a sorti un nouveau modèle, l'iPhone 3G, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est Greg avec Apple Explained. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.